À quoi ressembleront les animaux du futur? Une question à laquelle il peut sembler impossible de répondre tant la variété des formes que l'évolution permet de sculpter peut sembler parfois illimitée. Comme l'atteste l'existence de l'ornithorynque, un mammifère doté d'un bec, soint ondulé et qui pond des œufs. Lorsqu'en 1798, le spécialiste du British Museum, George Bernard Shaw, reçut d'Australie quelques croquis de cet animal et sa fourrure, ils lui parurent si absurdes qu'il crut d'abord à un canular réalisé par un taxidermiste de talent qui aurait rattaché le bec d'un canard à la fourrure d'un castor. Il faut dire qu'à cette époque, de nombreux taxidermistes s'amusaient à faire des chimères plus ou moins excentriques en collant les bouts d'une bestiole sur une autre. L'homme a toujours eu une passion pour l'invention de créatures qui n'existent pas. Le problème, c'est que la quasi-totalité de ces animaux, qu'ils proviennent de l'imagination de taxidermistes farceurs ou de nos contes, de nos mythologies, sont totalement absurdes d'un point de vue morphologique ou évolutif. Et toutes ces formes étranges sacrifient à l'étonnement toute crédibilité biologique. On pourrait se demander où sont les poumons d'un centaure, ici ou là, et où sont donc les muscles à même de faire voler les anges? Si on observe les oiseaux, on constate qu'ils ont tous deux muscles énormes qui prennent toute leur poitrine pour leur permettre de voler. Les anges seraient donc bien plus crédibles avec deux blancs de poulet sur le bide. Car la nature ne fait pas n'importe quoi. Dans le grand buisson de l'évolution du vivant, elle travaille toujours à partir de formes existantes, et tous les chemins ne sont pas possibles. La lignée d'Indoius, un petit ongulé terrestre, peut, après des millions d'années de transformations successives, et grâce à la dérive génétique, finir par donner des cétacés. Mais il n'existe aucun vertébré qui possède plus de 4 membres et aucune espèce d'insecte ne fait la taille d'un éléphant. À quoi ressembleront demain les animaux du futur? Qui aurait pu imaginer que l'évolution des descendants des dinosaures finirait par les rendre méconnaissables au point de donner un jour des poules? Peut-être un paléontologue discutant avec un xénopaléo-artiste sculpteur numérique. Car Sébastien Steyer et Marc Boulet, frustrés par la piètre qualité de tous ces animaux imaginaires, ont eu l'idée d'écrire Demain, les animaux du futur, un ouvrage de biologie spéculative dans lequel les auteurs jouent à délirer sérieusement avec les contraintes que la nature impose aux vivants pour imaginer à quoi pourraient bien ressembler les futurs rois de la jungle dans 10 millions d'années. Un terrain de jeu situé assez loin dans le futur pour que ce qu'on y trouve y soit surprenant, mais pas trop pour pouvoir décrire l'histoire évolutive. Et c'est un voyage temporaire entre art et science, une balade à travers les trajectoires que prendront peut-être demain les descendants des tritons, des pigeons, des calamars et des chauves-souris que l'on vous propose de vivre aujourd'hui. Pour construire leur terrain de jeu spéculatif, les auteurs imaginent que la vie poursuit son aventure sur une planète sans humains, où une grande extinction de masse a permis à toute une faune imaginaire plausible de se développer dans les niches écologiques laissées vacantes par la catastrophe. Dans ce monde hypothétique, le réchauffement progressif des océans a eu raison des cétacés, des requins et de la quasi-totalité des poissons. Les survivants, eux, ont migré vers les pôles ou les profondeurs. Et dans les abysses du futur apparaissent de nouvelles créatures, telles que Stegoactis liminosus, l'une des dernières espèces de poissons sur Terre. Les plaques que possède ce lointain descendant des poissons-chats de 2 cm se sont étendues et jointes, confectionnant une sorte de scaphandre lui permettant d'encaisser les très fortes pressions. Les deux moustaches du siluriforme ont fusionné pour se transformer en un leurre bioluminescent. Espèce filtreuse comme ses ancêtres d'eau douce, elle se nourrit de phytoplancton. Et qui dit proie abondante, dit prédateur vorace. Voici Banthogyrinus, un tétard géant du futur, occupant la même niche écologique que les baleines à fanon. Les auteurs imaginent qu'une telle espèce a été rendue possible par une mutation hormonale bloquant la transformation en adulte, comme c'est le cas aujourd'hui chez les axolotes. Et l'apparition progressive d'une glande stockant le sel, comme on en trouve chez certaines tortues de mer, leur permet de survivre dans l'océan. Ces tétards géants aux allures de requins marteaux sont les mastodontes des mers du futur, et se paient le luxe de devenir les plus grands animaux marins de tous les temps, car les femelles adultes peuvent atteindre près de 40 mètres. Sur ces monstres des mers foisonnent des espèces parasites, comme Neoctopus fucus, une pieuvre nettoyeuse mimant l'aspect des algues, ou encore Siamus ornatus, gros crustacé de 30 cm, descendant directement des poux de baleine. Aussi gros soient-ils, les Banthogyrinus sont pourtant des prédateurs, les rhombocéidés, qui forment une grande famille diversifiée descendant des seiches actuelles. Les auteurs pensent en effet que cette espèce, déjà présente dans toutes les mers du monde, pourrait avoir de beaux jours devant elle, du fait de son intelligence et de ses techniques de camouflage sophistiquées. Parmi les rhombocéidés, Imperator est le plus gros de la famille. Il peut atteindre jusqu'à 20 mètres de long, en comptant ses tentacules munis de projectiles dentés et d'encre paralysante.
Sur leur corps commencent à apparaître des nageoires leur permettant de se déplacer en se propulsant à la manière de poissons. Dans ce monde fictif, en se rapprochant de la surface, on retrouve Neopygoscelis, de lointains descendants des manchots. Ces animaux ont achevé leur retour à la mer en devenant ovovivipares, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de monter sur la banquise pour pondre leurs œufs. Ceux-ci éclosent directement dans le ventre de leur mère, comme chez les reptiles marins du Jurassique. Longs de 5 mètres, dotés de becs dentés acérés et de 4 membres transformés en rames à la manière des ichthyosaures, ce sont là de terribles prédateurs. Dans ces futurs plausibles, les maîtres du ciel ne sont plus les oiseaux, mais les chauves-souris. Les auteurs voient dans ces petits mammifères aux grands doigts des champions de l'évolution. L'adaptation au milieu aérien poussée à l'extrême a fait de Gigapterus tropospherus les plus grands animaux volants de tous les temps, et le seul vertébré connu à ne toucher le sol qu'une fois sa mort venue. Car les Gigapterus naissent et passent toute leur vie en vol, leur bébé se développant dans une poche ressemblant à celle des marsupiaux, avant d'être jeté dans le vide à très haute altitude. Bienvenue au monde, tu as 5 minutes pour apprendre à voler avant de toucher le sol. De mutation en mutation, leur système d'écolocalisation s'est transformé en un système de détection des courants ascendants, sur lesquels ils s'appuient grâce à leurs ailes, pouvant atteindre 15 mètres d'envergure. Leur survie à des altitudes de quelques 7000 mètres est rendue possible par des poumons occupant 70% de leur corps. Mais toutes les chauves-souris du futur ne passent pas leur vie en vol. Voici Nosfera podakinski, une chauve-souris bipède de près d'1 mètre de haut, suceuse de sang et qui chasse d'étranges oiseaux fouisseurs, les talpidornis. Ces créatures, aussi moches que des rataupes, vivent dans de complexes réseaux souterrains à la manière des insectes sociaux. Sur la terre ferme de ces futurs hypothétiques, la disparition des grands mammifères a laissé la place aux oiseaux, qui ont pour la plupart grossi et perdu leurs ailes comme les moas, ces oiseaux géants de Nouvelle-Zélande, aujourd'hui disparus. Les plus impressionnants d'entre eux sont incontestablement les Tyrannornis rex. Ces lointains descendants des perroquets à l'intelligence développée et au bec denté se placent avec leurs 3 mètres de haut au sommet de la chaîne alimentaire. Neoviraptor, un oiseau très malin, descendant des corbeaux, régule lui la population des Tyrannornis en se nourrissant de leurs œufs. Voici maintenant, tout droit sorti de l'imagination prolifique des auteurs, Neosidari schwarzeneggeri. Aussi étrange que crédible, cet oursin carnivore d'1 mètre de diamètre se déplace sur ses épines que la dérive génétique a fini par transformer en sorte de pâte. Et l'on pourrait passer des heures à visiter ce bestiaire foisonnant, qui n'a rien à envier au plus déluré des contes fantastiques. Tant l'imaginaire des auteurs, biberonné à la réalité du monde biologique, est tout bonnement hallucinante. Les contraintes anatomiques, les logiques évolutives, les spécificités du milieu sont ici au service de la créativité. Et même s'il est très peu probable que ce futur advienne, il a au moins le mérite d'être l'un des chemins possibles parmi une immensité que le hasard pourrait prendre. Et c'est tout de même étrange de se dire qu'il est finalement bien plus facile de prévoir ce qui arrivera aux montagnes et aux étoiles que d'entrevoir la tronche qu'auront les fourmis du futur qui peupleront notre salon dans des millions de générations. Et l'on ne peut s'empêcher de se demander, à la vue de toutes ces formes de vie imaginables, si une licorne n'est finalement pas moins étrange et fantastique que les nervals qui les ont inspirés. Bref, pour continuer l'aventure, allez vous plonger dans les abysses de demain, les animaux du futur, aux éditions Belin. Les auteurs y expliquent avec moult détails les raisons de leur création. Ce bouquin est un voyage dont on ressort avec l'envie d'imaginer et de dessiner du vivant. Et au passage, on tenait à préciser que c'est pas un placement de produit, on est juste tombé amoureux du délire scientifique des auteurs, et Marc Boulet et Sébastien Steyer ont gentiment accepté qu'on partage avec vous leur imagination foisonnante. Pour finir, si vous vous demandez comment Marc procède pour réaliser ses bébêtes, eh bien en voici un petit aperçu. Après avoir passé des centaines d'heures à observer des créatures existantes, et des dizaines à discuter avec Sébastien des possibles à venir, il passe au croquis et à la réalisation. À l'aide d'un logiciel reproduisant fidèlement les techniques de sculpture. Il modèle alors de petites boules de glaise numérique, les déforme, les assemble, pour faire apparaître progressivement l'image de l'animal en 3 dimensions. Enfin, pour obtenir des rendus réalistes, il ajoute les textures, puis dépose l'objet dans un studio photonumérique pour jouer sur les éclairages et les angles de vue.